Bonjour et bienvenue dans la toute première édition de Décrypte Hebdo, l'émission de décryptage de la macroéconomie, des marchés financiers, des impacts sur les allocations des portefeuilles. Nous sommes ici pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en finance et quelles décisions prendre. Voici 15 jours que le conflit a éclaté sur le sol ukrainien. Nous allons nous attacher à analyser les conséquences économiques et en termes d'investissement d'un conflit d'une telle ampleur. Avec moi, Pierre Barral. Pierre, bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour, vous êtes responsable de la gestion multi-asset de Nîmes Solutions. Donc les nerfs des investisseurs ont été mis à rude épreuve et ce n'est pas fini. On a vu cette semaine, le CAC 40 a connu l'une de ses plus fortes progressions, alors que la semaine dernière, il connaissait l'une de ses plus fortes baisses sur le marché. Je ne parle même pas des mouvements intra-séance, mais avant de revenir plus particulièrement sur les marchés financiers, j'aimerais que l'on fasse un bilan sur les conséquences macroéconomiques d'un enjeu tel que le conflit russo-ukrainien. Donc Pierre, effectivement, il y a plusieurs enjeux macroéconomiques que l'on voit aujourd'hui. On parle beaucoup d'inflation, on a même évoqué la stagflation. Donc concrètement, qu'est-ce que l'on peut dire avec le léger recul que l'on a depuis ces 15 derniers jours ? Oui, alors en effet, d'abord, la première chose à dire, c'est que l'enjeu macroéconomique, il n'est pas le même suivant qu'on se situe aux États-Unis ou en Europe. Évidemment, c'est en Europe que l'enjeu macroéconomique est le plus important. Les conséquences vont être les plus importantes puisque ce conflit se déroule à nos frontières et que, évidemment, nous sommes en Europe directement concernés par les importations d'énergie qui nous viennent notamment de la Russie et du coup de toutes les sanctions qui ont été prises contre la Russie sur ce domaine-là, mais également contre toutes les autres. Donc la première des conséquences qu'aura ce conflit sur l'économie, il est très clairement sur l'inflation. On a d'ores et déjà une montée de l'inflation extrêmement forte. On avait déjà, avant ce conflit, un mouvement sur l'inflation et sur la hausse des prix qui était déjà très ancré, en train de s'ancrer en tout cas dans l'économie. Et cette crise... Tout à fait, on parlait déjà de niveau historique en tout début d'année, avant même que le conflit ne vienne voilà, donc éclate. Ce conflit est venu exacerber avec une hausse du pétrole sans précédent, une hausse du charbon, une hausse du gaz, de l'ensemble de l'énergie, mais aussi des commodités alimentaires qui sont également tout à fait touchées par la hausse des prix. Donc il y a un effet très important sur l'inflation qui aura des conséquences inévitables à plus ou moyen terme sur la croissance de la zone Europe. Et évidemment, ces conséquences sur la croissance de la zone Europe seront liées à la durée de ce conflit dans le temps. Si ce conflit arrive à ne pas s'éterniser et à ne pas durer trop longtemps et qu'une solution est trouvée, une solution diplomatique est trouvée rapidement, évidemment, les cours rechuteront et j'ai envie de dire l'inflation reprendra son cours qu'il avait avant ce conflit-là. En revanche, aujourd'hui, il est peut-être encore trop tôt pour annoncer la fin du conflit, c'est évident, et donc nous sommes encore loin de cette situation, pour le moment en tout cas. Donc effectivement, toute la difficulté, on voit quand même qu'il y a eu quelques démarches diplomatiques, notamment récemment sur le sol turc avec une rencontre entre l'Ukraine et la Russie. On regarde également la mobilisation en fait, de l'Union européenne également. Comment est-ce que vous gérez au quotidien l'ensemble de ces nouvelles, sachant que parmi elles, il y a également des fake news ? Absolument. Alors nous, on est extrêmement prudents et on fait très attention dans l'environnement du moment avant de prendre quelques positions sérieuses, que ce soit dans nos portefeuilles. Il est évident que, vous l'avez mentionné tout à l'heure, les mouvements sur les indices boursiers sont extrêmement volatiles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit dans l'évolution de ces cours boursiers et cette forte hausse de volatilité nous indique qu'on peut avoir des journées à -5 comme on peut avoir des journées à +7 comme ça a été le cas. Donc il faut être extrêmement prudent et ne pas s'orienter par rapport au sens que prennent les marchés. Les marchés sont devenus très techniques. La lisibilité et la prévisibilité des choses en général est extrêmement faible et le risque est à son maximum. Donc la position aujourd'hui la plus facile à prendre, je dirais, dans les portefeuilles, c'est de rester à la neutralité, c'est-à-dire d'avoir le moins d'actions possible dans ces portefeuilles, notamment quand on gère un portefeuille par rapport à un indice de référence. Alors, avant de revenir justement sur les allocations possibles, j'ai envie de dire quelles sont les solutions. La Banque centrale européenne s'est exprimée cette semaine, la Fed va s'exprimer, la Banque centrale américaine va s'exprimer la semaine prochaine. Comment peuvent-elles aider à donner de la lisibilité, vous parliez du manque de lisibilité au marché qu'on retrouve
si je puis dire, un peu de sérénité. Alors encore une fois, on a un déphasage entre les deux grandes zones, la zone américaine avec la Fed et la zone européenne avec la BCE, parce que les deux zones n'ont pas la même problématique économique aujourd'hui. Donc nous avions, il y a quelque temps, la Fed qui nous indiquait qu'elle allait malgré tout continuer à monter ses taux, comme c'était prévu déjà avant le conflit en Ukraine, même si elle nous a rassurés sur le fait qu'elle allait monter ses taux de 25 points de base lors de son premier mouvement de hausse, alors que le marché anticipait qu'elle pourrait monter de 50 points de base. Donc on a quand même malgré tout une normalisation de la politique monétaire aux États-Unis qui suit son cours pour le moment. Et nous avons en Europe une banque centrale qui est bien embêtée parce qu'elle est obligée à la fois de ne pas remettre d'huile sur le feu en remettant des liquidités dans le marché pour ne pas favoriser l'inflation, mais elle doit également faire attention à la croissance. Donc on a eu un discours d'ailleurs de la BCE cet après-midi et une réunion de la BCE qui nous indique qu'elle va finalement être obligée de, non pas de durcir considérablement sa politique monétaire, mais déjà d'avancer, et c'est ce qu'elle nous a annoncé tout à l'heure, le calendrier qui était le sien d'arrêt des achats d'obligations dans le cadre de son programme d'achat d'obligations. Donc de quoi rajouter encore un petit peu de volatilité dans les marchés sur une séance telle que celle d'aujourd'hui. C'est ça. En fait, on ne peut pas s'attendre aujourd'hui à ce que la Banque centrale européenne baisse encore ses taux ou envoie encore des liquidités dans le système. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire parce qu'il y a un vrai sujet d'inflation qui est extrêmement dangereux pour elle, qu'il va falloir qu'elle réussisse à gérer. Et donc la situation de la BCE aujourd'hui est très fragile. Son travail est extrêmement compliqué aujourd'hui pour éviter de remettre de l'huile sur le feu d'une inflation qui est déjà dans une situation, pas en dehors de contrôle, mais qui est quand même extrêmement forte et qui pourrait être forte encore pour les mois à venir. Donc effectivement, avec le contexte que l'on connaît, les références historiques ne cessent de surgir et l'idée n'est pas de connaître non plus une situation telle que celle des chocs pétroliers des années 73 comme ça a pu être évoqué. On n'est pas aujourd'hui dans cette situation, en tout cas c'est ce qu'on essaye d'éviter. Alors c'est ce qu'on essaye d'éviter. On n'est pas encore dans cette situation parce qu'en 1973, on avait une relation entre les prix, la hausse des prix en général, mais également la hausse des salaires et un enchaînement qui s'était fait, un emballement qui avait provoqué d'ailleurs et qui avait dû provoquer une réaction très forte de la Banque centrale à l'époque. On n'est pas en Europe encore dans cette situation-là. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des prix qui montent, on n'a pas encore cet enchaînement sur les salaires qui aurait pu se faire. Donc on a en fait une inflation qui est là plutôt pour faire baisser le pouvoir d'achat des habitants et des ménages de la zone européenne. Et ça, c'est plutôt un facteur de ralentissement de la croissance à venir. Donc on n'est pas encore dans ce phénomène et on ne peut pas, difficile de parler encore de stagflation au sens propre de ce point de vue-là, mais c'est quelque chose que les banques centrales ont évidemment en tête et souhaiteraient éviter à tout prix. Particulièrement vigilantes sur ce point. Nous allons maintenant, dans un second temps, regarder justement quelles solutions s'offrent quand même, j'ai envie de dire, à nous en termes d'allocation au sein des portefeuilles. Donc Pierre, on l'a vu, forte volatilité, manque de lisibilité sur les marchés. J'ai envie de dire, quelles solutions en termes d'allocation ? Alors, à court terme, j'ai envie de vous répondre, on a envie d'avoir du cash dans les portefeuilles en ce moment parce qu'on ne sait pas trop encore à quel moment on va pouvoir réinvestir ce portefeuille à moyen terme. Donc on reste très prudent sur les actifs risqués dans leur ensemble, que ce soit sur les actions ou sur les obligations pour le moment. Donc le cash est important, a une proportion importante dans les portefeuilles aujourd'hui et on trouvera les bons moments, j'en suis convaincu, pour revenir sur les actifs risqués, notamment sur les actions, à partir notamment du moment où on y verra un petit peu plus clair sur la situation en Ukraine. Est-ce à dire que vous n'avez absolument pas d'actions dans votre portefeuille ni d'obligations ? Alors non, ce n'est pas tout à fait le point aujourd'hui. Nous, ce que nous faisons, et comme nous gérons nos portefeuilles par rapport à nos indices de référence, nous avons des portefeuilles qui sont à la neutralité, c'est-à-dire que nous n'avons ni plus ni moins d'actions que nous le recommandent nos indices de référence. Sur les marchés obligataires, nous avons moins d'obligations aujourd'hui que nous en avons dans nos indices de référence. Donc nous sommes, comme on dit, sous-pondérés sur les marchés obligataires. Ce qui veut dire que nous sommes en retrait du marché obligataire dans l'attente de cette remontée des taux. Et nous trouverons probablement le niveau adéquat sur les taux d'intérêt pour revenir sur des prix qui nous intéressent sur les obligations. Mais pour l'instant, ça n'est pas la question aujourd'hui. Et ça restera surtout des obligations souveraines sur lesquelles vous allez investir ou également des obligations émises par les entreprises. Oui, alors
Pas forcément. Je pense que justement les entreprises et les obligations émises par les entreprises sont en train de se dégrader assez fortement sous l'impact de ce qui est en train de se passer sur les actions. Et donc je pense que nous trouverons assez vite, je l'espère, des très bons niveaux d'entrée sur ces obligations d'entreprise qui, pour nous, restent évidemment un très bon placement pour l'avenir et pour le moyen terme dans un portefeuille, qui ont leur place dans un portefeuille une fois que les taux auront bien amorcé leur remontée, une fois que le risque de crédit de ces obligations aura bien été évalué par le marché. Et donc, à ce moment-là, on pourra remettre des obligations de crédit dans les portefeuilles et profiter justement de rendements très supérieurs à ce qu'on peut avoir, notamment sur les obligations souveraines qui sont les moins bien rémunérées. Qui sont moins bien rémunérées. Et sur les actions, donc vous êtes, comme votre indice le préconise, voilà. Plutôt sur la zone européenne quand même si c'est celle qui souffre le plus du contexte actuel par rapport à la zone américaine, par exemple. Oui, parce que pour la première fois depuis longtemps, nous étions, avant le conflit, assez surpondérés sur la zone européenne, parce que la zone européenne est assez prometteuse était en tout cas assez prometteuse en termes de croissance, avec un rattrapage qui était depuis quelques mois très supérieur à ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur la zone européenne. Et donc, pour une fois, un marché européen que nous anticipions meilleur que celui du marché américain, par exemple. Le conflit en Ukraine, évidemment, vient rebattre les cartes, en tout cas sur le court terme. Donc, nous avons réduit notre exposition aux actions en réduisant cette surexposition à la zone Europe pour nous mettre, comme on dit, comme disent les voileux, à la cape, c'est-à-dire en nous mettant vraiment à l'abri de ce qui est en train de se passer. Encore une fois, parce que la volatilité est beaucoup trop élevée, la visibilité sur les marchés est beaucoup trop faible. Et donc, dans ce temps-là, nous restons avec le minimum d'actions possible dans notre portefeuille, dans l'attente de pouvoir réinvestir de nouveau sur les secteurs qui nous intéressent. Merci Pierre. Merci Caroline. Merci à tous. Merci d'avoir suivi l'émission Décrypte Hebdo.